Donc, nous allons voir ensemble comment devenir un consultant international. Donc, c'est Gildas qui m'a posé la question dernièrement, que des fois je parle de ça, notamment pour exporter ses compétences à l'extérieur, ce que vous faites déjà quand même un peu. Alors, comment est-ce que nous allons aborder cette présentation? Je veux dire que c'est plus l'expérience que j'ai eue pendant quelques années de consulting que j'ai eu en France avant de rentrer au pays. Le premier élément, c'est qu'il faut comprendre que le système éducatif actuel ne répond pas aux besoins locaux des entreprises. Vous vous êtes formé à des choses extrêmement complexes, mais souvent les entreprises locales, en fait, n'ont pas besoin de vos compétences-là, ou tout au moins en l'état. Généralement, vous avez des entreprises qui ont juste besoin de quelqu'un qui va connecter les ordinateurs, même les imprimantes, ils ont des problèmes. Ils vont vous apprendre à développer des choses très impressionnantes. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre que les besoins locaux des entreprises camerounaises, en fait, vous êtes surformés pour répondre à ces besoins-là. C'est pour ça qu'il est important de penser à exporter ces compétences, notamment ce que les Indiens font. Les Indiens ne vendent pas les services aux Indiens. Ils travaillent pour Apple, pour Microsoft, etc. C'est pour eux qu'ils travaillent. Ce sont les plus grands exportateurs de compétences. Les entreprises locales n'en ont pas besoin. Parce que eux, c'est le commerce, le divertissement, etc. Donc, il est important effectivement de penser à cet aspect de choses pour devenir international. Alors, pourquoi effectivement devenir un consultant international? Déjà pour améliorer son employabilité. Là, vous avez un socle de personnes, un socle d'entreprises qui est limité au Cameroun. Mais si vous êtes un consultant international, en fait, vous allez pouvoir avoir vos compétences aux États-Unis, au Canada. Ça veut dire que vous avez beaucoup plus de choix. Deuxième élément, potentiellement meilleure rémunération parce que les salaires à l'extérieur peuvent être meilleurs que ceux qu'on a en local et bien sûr une liberté de choix et de lieu. Ça veut dire que si on me propose une mission comme moi en France, je peux refuser, je pense à des UK, donc j'aurai beaucoup plus de choix. Et bien sûr, de lieu, ça veut dire que je peux travailler du Cameroun et j'exporte mes compétences directement à l'extérieur. Je peux travailler de ma chambre, de mon bureau et je vends mes compétences à l'extérieur. Donc il y a pas mal d'avantages à atteindre cet objectif-là. Alors, quelles sont les exigences? Parce qu'il y a un coût. Il y a un coût notamment pour avoir cette compétence-là. Il y a un prix à payer, comme dans toute chose. Donc, le premier élément, c'est notamment l'aspect seniorité, portfolio et référence. Lorsque, par exemple, je souhaite positionner, que ce soit Gildas ou une société de formation, la première question que les clients me posent, c'est ils ont déjà travaillé pour quelle société française? Quel est leur portfolio? Qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé? C'est pour ça notamment que j'envoie souvent nos vidéos YouTube pour qu'on voit. Mais sauf qu'il y a encore beaucoup de gens que, effectivement, les sécurités, ils vont demander 5 ans, 10 ans d'expérience. Et souvent, c'est pour ça qu'on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, lui, c'est Richemont J, lui, c'est Georges Défaut, etc. Donc, souvent, on essaie de jongler comme on peut, mais il y a des exigences qui font en sorte qu'une certaine seniorité est importante. Ce n'est pas parce que vous avez eu votre diplôme en 2020 qu'après 4 ans, vous dites que vous êtes un profil expérimenté, donc 4 ans d'expérience, ça n'a rien à voir. C'est 4 ans en continu en train de résoudre des problématiques d'entreprise réelles. Ce n'est pas en restant dans sa chambre, en faisant les Hello World, on fait pendant 4 ans et on dit qu'on est compétent en pas du tout. Donc, il y a ça, il y a des références, donc les gens qui vous ont embauché et tout, il faut ça. L'autonomie, oui, et c'est ce que je reprochais souvent beaucoup au début. Mais ça s'est amélioré. Quand vous êtes un consultant international, de façon générale, en fait, on ne peut pas venir vous surveiller, ou alors vous allez emmerder les gens chaque 2 secondes. Non, vous devez déjà avoir des astuces pour vous débloquer et pouvoir livrer ce qu'on vous a demandé rapidement. Autonomie, c'est indispensable. Ensuite, l'automatisation. Dès que vous arrivez dans un écosystème, par exemple, il m'arrive d'aller chez certains clients, et je vois qu'à chaque fois on répète certaines actions, comme par exemple installer les environnements de travail. Mais je viens, je mets en place un wagon file avec un blade Ansible et on automatise tout. Et ce qui fait en sorte que les prochaines personnes à venir, du coup, savent déjà à peu près ce qu'il y a à faire et on gagne du temps. Donc quand vous travaillez dans ce genre de mission, pensez immédiatement à automatiser. Bon, ça tombe bien parce que bon, on fait déjà du DevOps, donc vous avez déjà l'habitude d'automatiser, mais l'automatisation c'est vraiment à toutes les échelles. Moi, je fais l'automatisation dans l'informatique, mais vous avez vu que pour tout ce qui est Mailchimp, Easy Training et tout, on a finalement industrialisé. Les tâches, par exemple, de gestion du site internet ont été industrialisées par Aurélie, qui a maintenant mis Sémaphore à la disponibilité de Jordan. Donc, automatisation, indispensable. Ensuite, le marketing, oui. Malheureusement, on est souvent trop renfermé sur notre compétence de tech. Et
Malheureusement, on va pas venir te chercher dans ta chambre, sauf si tu as piraté la NSA ou la CIA, là on vient te chercher. Mais pour te proposer un travail, bien sûr, pas pour t'arrêter. Donc, vous devez vendre vos compétences. Ça veut dire que vous devez vous mettre en avant. Ça passe notamment par la publication d'articles de ce que vous faites déjà sur le site de Easy Training. Vous devez également faire des vidéos. Vraiment, vous marketez, écrire souvent même sur LinkedIn, des éléments qui sont inspirants et qui font en sorte que vous êtes reconnu par un certain nombre de personnes comme étant quelqu'un qui connaît. Ensuite, les certifications, si vous pouvez en passer vraiment, c'est important. Je reviendrai sur celles que je recommande. Les certifications sont importantes. Il y a souvent des défauts, par exemple, j'ai envoyé le CV d'Ulrich et de Gildas, et du coup, souvent on prend Ulrich pourquoi? Parce qu'il s'est certifié CKA. Alors que, en fait, tu aurais pu la passer ou même il aurait peur. Mais, il regarde et dit que bon, je vais plutôt privilégier ceci parce qu'il est certifié. Alors que pour avoir la même compétence, mais quand il manque la certification, c'est rédhibitoire. Les soft skills, vous devez également les développer parce que vous serez avec des personnes potentiellement qui sont à distance. Donc il faut aussi comprendre la culture, les codes, la façon d'échanger. C'est important de développer ces soft skills. L'empathie, la compréhension, la capacité d'écouter. La capacité d'écouter et de bien faire ce qu'on vous demande de faire. Voilà, donc soft skills, l'expression, comment est-ce que je fais des présentations, pour expliquer ce choses. La visibilité sur les réseaux dont on a déjà parlé, participer aussi à des conférences et des salons. Par exemple, on était aux AWSD la dernière fois, on a fait beaucoup de bonnes rencontres. Vous devez profiter, et je crois que je suis pas aux gens chez Google, c'est ça, non? Du coup, la fonction aura un gros réseau. Et c'est ce qui peut effectivement l'amener aussi à être reconnu dans la communauté. Quand, par exemple, voilà, on peut l'appeler pour certaines choses. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller dans des conférences. Si vous pouvez aussi être speaker, tant mieux. Par exemple, quand vous êtes speaker à une conférence comme celle de AWS où on était la dernière fois, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont découvert là-bas et ça donne aussi pas mal d'opportunités. Donc, c'est une bonne chose. Ensuite, le coût. Oui, tout un coût, les amis. Pour passer les certificats, vous allez devoir les payer. Pour avoir du bon matériel, pour travailler, il faut un bon PC, une bonne connexion. Vous devez investir ce genre de choses. Vous serez avec une boîte qui est aux États-Unis ou au Canada ou en France, vous n'allez pas expliquer comment on a coupé le courant ou dire que Internet. Donc, ça va nécessiter un certain nombre de coûts d'investissement. Vous devez investir sur vous. Vous devez prendre des abonnements sur les sites. Regardez seulement à Easy Training le nombre d'abonnements qu'on a sur les plateformes de formation. Donc, vous devez penser à ce coup-là. Et vous devez aussi savoir gérer un peu la solitude parce que vous serez seul au Cameroun. Et donc, en tout cas, si vous êtes là, souvent vous allez vous sentir seul. C'est pas évident. Il y a des gens qui sont comme ça, qui peuvent rester seuls pendant longtemps. Moi, je l'ai fait peut-être pendant 5 ans, mais j'ai atteint mes limites de solitude. Donc, voilà, il faut aussi savoir que c'est un univers où, si vous êtes habitué à être en interaction avec les gens, c'est pour ça que je comprends souvent Marianne qui veut absolument voir les gens. Elle appelle Jordan, elle appelle JP, venir à machin web. Parce qu'elle aime ce contact-là, mais souvent dans nos métiers, on peut rester enfermé pendant des jours, des mois, etc. Donc, sans avoir d'interaction avec des gens. Donc, vous devez aussi savoir gérer ça. N'ayez pas pleurer devant le client que je veux vous voir, je veux, etc. Non, c'est pas possible. Donc, il faut savoir gérer ça. Ensuite, le prochain élément, donc la partie DevOps Sector. Là, je vais parler spécifiquement de ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire ce qu'on fait des formateurs. Moi, je recommande effectivement dans ce domaine-là de passer déjà ces certifications qui sont pas mal. C'est-à-dire Kubernetes. Alors, c'est vrai qu'elles ne sont pas toutes là, mais voilà. Pour dire que les certifications sont extrêmement importantes. Le but n'est pas seulement de les passer pour les passer, mais si vous regardez Lewis, il a un rythme effréné. Contrairement par exemple à moi. Moi, l'avantage que j'aurais sur Lewis, c'est que moi, je suis déjà avec eux là-bas. En tout cas, j'étais avec eux là-bas, donc ils me connaissent. Mais sauf que quand tu es ici, si tu veux vraiment avoir effectivement à gagner des marchés, parce que si j'envoie par exemple au CV, on me dit que vous êtes trop junior, alors que si les gars voient certifié traîneur, etc., lui ici à Douala, il n'a jamais voyagé, mais il fait des choses que je fais peut-être même mieux que moi, alors qu'il est ici au Cameroun. Ça veut dire qu'il faut charbonner comme un fou. Lui, il n'a pas de vie concrètement, il n'a pas de vie, j'ai jamais vu sa musique, j'ai jamais vu, donc je ne sais pas comment il fait. Bon, moi j'avais ce rythme, mais j'ai très vite abandonné parce que je ne peux pas tenir longtemps. Mais lui, vraiment, il ne fait que ça. Il s'assoit le matin à 3h du matin, il finit à 23h, il dort tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé, tous les jours. Donc voilà, c'est une vie qu'il a choisie. Mais quand à la fin du mois, il est content, il continue encore mieux s'asseoir. Donc, voilà, certification, vous devez bien penser à ça. Mais sinon, donc, vous devez passer cette certification. Ensuite, autre élément,
Par exemple, comme je disais, dans notre métier, ce que moi je recommande en termes de réalisation, c'est par exemple la mise en place from scratch d'une ferme de développement et de déploiement. Alors ici j'ai pris un exemple de la run bot de Odo. Je pense que peut-être toi tu connais, je ne sais pas, j'ai peut-être déjà travaillé sur Odo. En fait, Odo a une ferme qui permet grosso modo, ah ça ne s'affiche pas, ouais. Donc qui permet en réalité de ferme ça, voilà. On voit, ah, ça étendu, ça fait ça tout seul. Ok, ben, très bien. Donc, je sais que Odoo, en fait, a, vous voyez, une build factory qui permet, en fait, d'intégrer, de faire l'intégration continue de tous leurs modules. Ça veut dire, par exemple, que si je veux voir ce qu'il en est du build, par exemple, du commit, donc je peux voir, ça m'amène effectivement sur tout ce qui s'est passé, je vois le fixe et tout. Et en plus de cela, si je clique ici, ça m'amène sur la version exemple de Odoo où installer le module concerné. C'est ce qu'on appelle une build factory. Ça, c'est le niveau ultime de ce qu'on peut attendre d'un consultant. Ça veut dire que vous avez une solution, vous permettez qu'on puisse tester l'ensemble des modules et des ordres qui ont été développés et on puisse également utiliser et voir ce qui s'est passé sur le module. Pour moi, il n'y a pas meilleur, en tout cas en termes de ce que j'ai vu sur le terrain, quelque chose de plus complet vraiment que cette build factory là. Et vous voyez que là c'est sur l'ensemble des branches. Sur l'ensemble des branches. Vous voyez, là, ça veut dire que à tout moment on peut savoir. Et sur les différentes versions, communautaire, enterprise, etc. C'est extrêmement propre cette build factory. Ça nécessite des compétences en déploiement, automatisation, développement, test, etc. Vraiment, c'est excellent. Donc voilà, ça c'est pour nos amis du DevOps. Ensuite, voilà un peu les exigences, donc ne pensez pas que la vie est facile. Ensuite, développement et maintenance d'une plateforme utilisée. Utilisée, parce que quand on fait souvent passer l'entretien, les gens, ils ont toujours développé plein de choses. On leur demande comment c'est publié où. Ils montrent une URL qui semble que peut-être personne n'a jamais cliqué dessus. En fait, ce qui va valoriser ce que vous avez fait, c'est notamment l'utilisation. Je prends l'exemple d'un community manager. Je peux être community manager, ma page n'a que 10 abonnés. Ça veut dire qu'en réalité, je n'ai pas suffisamment de retours pour noter la pertinence de ce que j'ai fait comme stratégie. Alors que si je gère 10 000, une page de 10 000 personnes, c'est tant mieux. Et dans notre cas, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous devez avoir déployé une plateforme, en tout cas codée et ou déployée, une plateforme où on peut avoir un minimum qui gère par exemple 10 développeurs, ou 10 développeurs travaillent dessus. Par exemple, Yuri est en train de travailler pour un client qui est, je pense, en RDC, non? Voilà. Où il développe une application pour des trucs de gestion, pour les déclarations de douane, voilà. Et donc, il a au quotidien des demandes qui viennent des développeurs. Ça veut dire que sa capacité à résoudre les problèmes va être accrue parce que chaque jour, il a 10 personnes qui vont lui poser des problèmes. Et ce n'est qu'avec des problèmes qu'on monte en compétence, qu'on ne vous mente pas. Ce n'est qu'en résolvant. Donc, si vous avez fini un jour, vous n'avez pas résolu le problème, sachez que vous n'avez rien fait. Si vous voulez vous regarder les tutoriels sur Internet ou passer des explications, ça n'apporte rien. On gagne en expérience de ce qu'on a résolu des problèmes des gens. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que les retours, ou en tout cas les questions que l'on reçoit sur Udemy, en fait c'est très formateur. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut résoudre des problèmes. Donc quand vous travaillez dans ce genre d'environnement où il y a plusieurs devs par exemple qui publient, qui déploient, etc., ben, c'est intéressant. Par exemple, à un moment donné, ce que tu as mis en place, Sémaphore et Playbook, en fait, tu vas te rendre compte que tu vois qu'à chaque fois, on augmente ton backlog. Pourquoi? Parce que Jean va venir avec une nouveau use case. Moi, je t'avais parlé des plugins. Tu vois que tu te serais limité à ton rôle et tout, tu serais très content, tu as mis sur la galaxie, mais tu verras que personne ne l'utilise jamais. Ce que je veux dire, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui éprouvent ce que tu as fait et qui te disent que non, voilà le use case, voilà le use case. Exemple encore typique, on a eu ça, je parle le week-end dernier avec Gildas, où la plateforme EasyCash ne fonctionnait plus. Pourquoi? Parce que le token est expiré. Mais sauf que nous, on n'a pas mis en place des tests qui permettent de vérifier la validité et que la pierre ne fonctionne plus. Donc on s'est comporté comme des cow-boys, des développeurs du quartier. Parce qu'on n'a pas pensé à ça. Et du coup, vous devez savoir que quand vous êtes consultant international, en fait,
en vacances, vous n'avez pas dit que vous avez oublié, on vous licencie le même parce que vous êtes à distance, il n'y a aucun contrat. C'est-à-dire les contrats, ils peuvent signer ce qu'ils veulent. Donc, du jour au lendemain, ils disent ok, c'est terminé. Sachez aussi, ça c'est comme vous virer du jour au lendemain. Donc, ce qui fait que vous devez avoir un tel recul que vous ayez suffisamment résolu les problématiques des gens. Ensuite, minimum d'utilisateurs mensuels. Alors, ça c'est vrai que c'est un peu arbitraire. Mais si par exemple, Jordan me dit, parce que Jordan, quand je l'ai pris, il m'a participé à un moment. Il y avait une plateforme où les gens faisaient des paiements. Et c'est comme ça que je faisais passer les entretiens pour prendre quelqu'un pour gérer le site WordPress. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il y avait combien d'utilisateurs? Quel était le chiffre d'affaires, les paiements que les gens faisaient? Parce que sinon, en fait, si je demande juste que je veux un administrateur WordPress, je vais recevoir 5000 CV. Tout le monde, même les agents, vont envoyer les CV. Mais comment est-ce que je filtre? Je demande les statistiques. Quels sont les plugins que tu as été connecté? Quels sont les plugins que tu as eu à développer? Comment est-ce que tu fais pour discuter avec les providers de plugins? Comment est-ce que tu fais pour gérer les retours en arrière en cas de problème d'un plugin? Et ici, on va ça pour avancer. Et c'est pour ça que j'ai dit que quand vous avez des gens qui utilisent, en fait, ils vous posent des problèmes. Regardez les problèmes d'abonnement qu'on a. Quelqu'un paye, il n'a pas accès à la formation. Ça, c'est des problèmes. Sinon, on aurait installé, si quelqu'un fait ses tests, il va essayer les plugins, il va dire, ah oui, ça marche, allez, hop, il met dans son CV, je sais gérer WordPress, mettre en place ceci. Non, ce n'est que quand on résout des problèmes qu'on peut mettre cette information dans le CV. Parce que lorsque moi je fais passer l'entretien, je pense que vous l'avez remarqué, hein, je pose des problèmes. Quand j'étais par exemple avec Disney, je lui ai dit comment est-ce que tu vois la situation? Nous on a tel souci, comment est-ce que tu vois? Parce que c'est comme ça que l'on fait. Vu que vous êtes tous en remote, je ne peux pas me permettre de faire des erreurs de recrutement, ça va me coûter trop cher. C'est pour ça que je dois être sûr que vous avez déjà résolu des problèmes. Alphonsine venait déjà d'un centre de formation où elle devait coudre. C'est facile. Je me dis que bon, je n'aurais plus besoin de l'onboarder, etc. Donc voilà. Il y a ces éléments-là où on veut déjà voir que vous avez de l'expérience pour comprendre ce qu'on va, vous indiquer. Donc Olivier, je n'étais pas oublié, hein. Je vais aussi mentionner ton nom tout à l'heure. Donc, le DRP, quand vous proposez donc des solutions, il faut toujours penser à un plan de reprise d'activité après sinistre. Même si votre client n'a pas éventuellement les moyens de mettre ça en œuvre, mettez-vous cela en place dans votre propre environnement et avec également la partie observabilité et tracing, même si c'est seulement pour vous-même. Par exemple, je vous ai dit qu'il faut qu'on commence à monitorer les sémaphores et tout le reste. Donc, on va voir quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place. Ça veut dire que quand je livre une solution logicielle, je dois penser déjà aux différents incidents qu'il peut avoir dessus. Maintenant, la mise en place peut coûter cher, très bien. Mais à des fins de démonstration, vous pouvez déjà mettre en place et voir comment est-ce qu'on a un certain nombre de choses. Moi, ce que j'ai appris dans l'IT vient essentiellement des problématiques que j'ai résolues avec Easy Training et Pozos. Parce qu'avec Pozos, les caisses enregistreuses que je faisais avec les Raspberry Pi, j'automatisais tout en fait avec Ansible. C'est notamment là où j'ai même enregistré les formations liées à Ansible et Docker. Parce que j'avais déjà écrit les rôles, je connaissais ce que ça faisait. Voilà. Donc, c'est vraiment en résolvant des problèmes que j'ai pu avoir cette compétence. Et lorsque je parle en entretien, le client comprend très vite que voilà. Ensuite, c'est un concept que je pense qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a l'optimisation avec des API. Donc, n'essayez pas de tout recoder vous-même. Essayez d'utiliser les API pour automatiser. Pensez effectivement à la notion de gateway, de passerelle pour pouvoir atteindre les différents services que vous livrez. Ensuite, serverless quand c'est possible pour faire des économies, pour avoir les conteneurs et la notion de endpoint. C'est des choses qu'il faut toujours garder à l'esprit et qui est extrêmement important. Ensuite, la sécurité, oui, malheureusement, et je pense que dans ce sens-là, j'ai très bien travaillé sur le projet EasyCard parce que très tôt, il a vu quelles étaient les limites, les empreintes et tout le reste. C'est très important quand vous concevez une solution, peu importe la solution, de directement implémenter la sécurité. C'est même pour ça que j'ai fait le cours DevSecOps, parce que je me suis rendu compte qu'on piégeait beaucoup d'anciens du bootcamp lors des entretiens avec la partie vulnérabilité, scan et tout le reste. Donc, votre solution doit être sécure. C'est pour ça, par exemple, que tous les sites que vous déployez systématiquement du HTTPS. Et on voit bien sûr comment est-ce qu'on peut l'automatiser. Donc, moi, j'insiste toujours sur l'aspect sécurité. Vous avez vu, par exemple, que les security groups sur ceux qui gèrent le site Easy Training, souvent on autorise le FTP, on précise les IP et tout le reste. Donc, c'est important. Donc, voilà un peu un tour d'horizon des exigences qu'on peut avoir si vous voulez être des consultants vraiment internationaux. Pour l'instant, je vous ai dit que c'est encore très difficile pour moi de donner vos CV aux clients en direct parce que très tôt, ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être un manque de réalisation réellement
visible. Et lorsque les développeurs, par exemple, au Cameroun, veulent exporter leurs compétences, on va leur demander un portfolio, un site. On va voir les statistiques et ça partit de là. Nous, comme on est dans le développement, ça passe par des articles, ça passe par la participation à des forums en tant que speaker et tout le reste, et passer bien sûr des certifications. Mais le plus important, toujours résoudre des problématiques. Parce que moi, j'aime les CV en fait sous forme de problématiques. Quel était le problème? Comment est-ce que je l'ai résolu? En quelques points. Quel était le problème? Comment est-ce que je l'ai résolu? Donc je précise le contexte, mais très vite, ce qui va m'intéresser, c'est la problématique et comment est-ce qu'il a corrigé. Parce que généralement, quand vous corrigez en fait un problème, vous n'oubliez jamais. Je pense que les choses que moi je n'ai jamais oubliées, c'est les problèmes les plus difficiles que j'ai eu. Voilà, les choses que j'ai jamais oubliées dans mon expérience. Ça me permet d'être très, très efficace lors des entretiens. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Donc Urecha, comment je présente? Donc si c'est que ton voyage est confirmé au Bénin, ben, du coup il faudra avoir la même prestance que celle-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Vous avez oublié ça, non? Oui, Olivier, oui. J'ai vu qu'il était un peu gêné, il n'aurait pas voulu le citer. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? C'est bon, Gildas, tu en as eu pour ton argent, pour ton non-argent. Ça se fait.